Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Il faudra qu'un jour les gens s'élèvent et qu'ils disent les choses clairement. Quand vous dites les choses clairement, vous lui reprochez de nier le génocide. Écoutez, quand vous écrivez et que vous mettez un mot entre guillemets, ça veut dire que vous niez l'existence du génocide? Non. C'est qu'il faut savoir qu'il est dans la situation d'un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte est en train de vous dire attention, il y a des crimes là-bas, il y a des crimes là. Aujourd'hui, si les crimes du Rwanda ne sont pas audibles, vous avez vu, c'est parce que la communauté internationale ne veut pas qu'on en parle. Bon, si aujourd'hui il n'y avait pas des gens comme Charles Onana, Kagame pourrait éventuellement considérer qu'il est tout à fait en droit de faire ce qu'il veut, parce que personne ne le dit et parce que tout le monde a peur de dire ce que... Et donc, pour moi, il est important qu'il soit protégé comme un lanceur d'alerte. L'Union européenne a des directives qui permettent la protection des lanceurs d'alerte. Et Charles Onana doit être protégé par l'Union européenne. Nous avons déjà fait d'ailleurs des demandes auprès de l'Union européenne pour qu'ils le considèrent comme un lanceur d'alerte. Dire les choses comme il doit, sans avoir peur de représailles. Vous étiez à... Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de qui vous êtes, s'il vous plaît? Et oui, je suis historienne et je m'occupe d'une revue sur Internet. C'est un peu à gauche là, parce que Non, vous m'empêchez de filmer là. ouais, parce que... Congo avec un K. Parce que là, il y a pratiquement autant de caméras à la fois rwandaises et tout le reste, et chacun le fera à sa sauce. Bon, moi je suis Maître Betty. Je suis le premier Congolais à avoir été admis à exercer ici en France comme étranger, comme Congolais. J'ai jamais changé de nationalité. J'ai été avocat à Arusha, où mes confrères m'ont eu derrière le jeune là. président de l'association des avocats. J'ai fait le travail que j'estimais devoir faire. Quand tout à l'heure on m'a posé la question de savoir pourquoi et comment j'étais parti d'Arusha, il faut savoir interroger le temps et regarder ce qui s'est passé après moi. Après moi, mon successeur a été emprisonné pendant 6 mois. Le professeur Peter Erlinger, il a été emprisonné parce que c'était la chasse finalement aux défenseurs des accusés. Et moi, j'avais un double crime, c'est que en plus d'être le défenseur des accusés qui était acquitté, j'étais aussi malheureusement le président des avocats, donc de tous ceux qui éventuellement étaient en train de faire de la résistance, puisque le procès au tribunal pénal international sont des procès, il faut le considérer comme des procès politiques. Ce n'était pas facile de défendre les gens au tribunal pénal international parce qu'il y avait trop d'interventions des États-Unis, trop d'interventions des Onusiens et l'attitude des fonctionnaires du tribunal pénal international, c'était un peu comme l'attitude de la MONUSCO chez nous. C'est-à-dire ils sont là, mais bon, si vous ne faites pas attention, ils ne vont pas écouter ce que vous dites. Donc il fallait vraiment forcer et puis argumenter et contre-argumenter. Considérant les relations internationales,
d'une part, et des rapports diplomatiques entre les Rwanda et la RDC. Quelle symbolique pourriez-vous voir dans ces procès? Déjà, il y a une chose, que le Congo s'intéresse à ce que Charles Onana est en train de faire, c'est une très bonne chose. Bien sûr, je sais qu'il y a dans la communauté des gens qui estiment effectivement que c'est de la récupération. Moi, je dis que Likama Mabele, lorsqu'effectivement la cause est bonne, il faudra que tout le monde se mette ensemble. Ça ne sert à rien de dire voilà, puisque c'est lui, je ne me mets pas avec lui. Non, il faut que tout le monde se mette ensemble. Et je crois que votre présence, la présence de la RTNC, qui est souvent absente des affaires internationales, bon, la présence des RTNC est quand même un signal fort pour dire que le soutien de Charles Onana est tout à fait effectif. Quelle est l'issue de ces procès d'après vous? Comment? L'issue de ces procès, comment voyez-vous l'issue de ces procès? Il y a deux façons, il y aura deux façons de voir les choses. Et ces deux façons, on les a vues au niveau de la presse. RFI était déjà le premier à faire un reportage à charge contre Onana. Dès le premier jour, ils ont trouvé effectivement que c'était un négationniste. Donc, le lendemain, Marianne a fait aussi son document qui montrait effectivement que Charles avait tout à fait des raisons d'être défendu. Donc c'est ce procès à l'image justement de ce qu'on voit au niveau des médias mainstream. Donc ça peut être un procès politique, ça peut être un procès pour faire plaisir au gouvernement rwandais, mais il est arrivé souvent que le gouvernement obtienne des choses qu'il ne pouvait pas obtenir politiquement, qu'il les obtienne judiciairement. Mais à supposer que Charles Onana est condamné, c'est pas grave. Il aura perdu de l'argent, mais il a le droit d'aller en appel, il aura le droit d'aller en cassation, et nous espérons effectivement que si l'affaire doit arriver au niveau de l'Union européenne, des cours européennes, bon, qu'on puisse éventuellement faire droit, lui donner droit. Mais bon, des procès comme ça aussi, ce n'est pas le premier. On a poursuivi Natacha Polony, elle a été acquittée. On a poursuivi Pierre Péan, il a été arrêté. Bon, on les embête éventuellement pour leur faire payer éventuellement beaucoup de frais pour les effaroucher, c'est tout. Mais il faut qu'il y ait effectivement des gens qui soutiennent ces lanceurs d'alerte. Si on ne les soutient pas, rien ne se fera de sérieux. Excusez-moi, je voulais savoir une chose s'il vous plaît. Est-ce que c'est un procès Charles Onana ou c'est un procès pour le Congo? C'est ma question. C'est que si le Congo, alors que c'est un procès Charles Onana, si le Congo se sent concerné, c'est tant mieux pour la prise de conscience des Congolais. Bon, il n'est pas question seulement de dire on n'a pas cité le Congo là-dedans, donc nous ne sommes pas concernés. Si les Congolais se sentent concernés, c'est parce qu'effectivement ils reconnaissent le travail que Charles Onana fait dans la défense des intérêts du Congo. Et je pense, à mon avis, que c'est un bon signal, en tout cas pour la prise de conscience des Congolais. Si je peux me permettre de vous... Si je peux me permettre, effectivement, on a mentionné le Congo plusieurs fois. On a dit que le langage de Charles Onana est en train d'être utilisé dans l'Est du Congo et que c'est du négationnisme. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de criminaliser la résistance rwandaise en disant que tous ceux qui s'opposent à l'agression rwandaise, c'est des négationnistes, c'est des gens ethnicistes, etc. De donner une lecture ethniciste à une guerre internationale. Ce qui fait le charme du travail de Charles Onana, c'est que ce qu'il disait à l'époque apparaissait comme étant de l'exagération.
Mais quand on fait la lecture de la situation aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'il disait à partir du Rwanda est en train de se faire au Congo. Moi, j'ai eu, il m'a recommandé des experts qui ont été rejetés par le tribunal. Et pourquoi les experts ont été rejetés par le tribunal? Ils ont été rejetés par le tribunal tout simplement parce que le tribunal a estimé qu'on ne devait pas parler d'agression rwandaise ou ougandaise dans l'affaire du Rwanda. Vous avez fait le nom de Wayne Madsen. Oui. C'était quelqu'un du département d'État américain, non? Non, c'était un journaliste d'investigation. Juste une question, quelle est selon vous l'implication de l'ONU, notamment lorsque vous avez révélé cette histoire de militaires avec Boutros Ghali dans la vente d'armes aux génocidaires rwandais? Est-ce qu'il y a une implication de l'ONU derrière ce fait? Celui qui était poursuivi, c'était le général Kabirigi. Quand il a reconnu, qu'il a dit qu'il était poursuivi, qu'il est allé acheter des armes en Égypte et que le vice-ministre des Affaires étrangères qui lui avait vendu, le vice-premier ministre, mais ministre des Affaires étrangères qui lui avait vendu les armes, c'était Boutros Ghali. Le procureur est tombé pratiquement par terre, il a tenu absolument à ce que l'on n'en discute plus. La bonne preuve, c'est que Kabirigi a été acquitté, mais après son acquittement, le procureur n'a pas eu de suite. Il n'a pas fait appel parce que c'est des choses effectivement qu'il ne faut pas savoir. Mais est-ce qu'on peut le relier à cette affaire de boîte noire, par exemple? C'est que le secrétaire général des Nations Unies, il est responsable de ce que ses prédécesseurs ont fait. Et lui-même, je pense que si c'était que lui en tant qu'individu, on aurait... Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la grève de faim que beaucoup ont fait à Arusha? Parce que certains rapports très importants comme le Gersony, je crois, Gareton, des rapports qui impliquaient vraiment le FPR n'étaient pas rendus publics, on disait même qu'ils n'existaient pas. J'ai vu que Prunier écrivait que ces rapports n'existaient pas. J'ai entendu qu'ils ont fait des grèves de la faim pour pouvoir avoir accès à certains rapports. Est-ce que vous pouvez raconter ce que les gens vraiment qui étaient accusés ont fait pour avoir leurs droits à Darusha? Oui, les accusés faisaient grève en fonction des intérêts, chacun ses intérêts. Quand il estimait que ses intérêts étaient en jeu, il refusait éventuellement de se présenter. Mais ces grèves de la faim n'avaient pas finalement beaucoup de succès parce qu'à un certain moment, le tribunal avait dit, écoutez, si vous refusez de venir, tant pis, vos avocats vont vous représenter et doivent vous représenter. Et donc le mouvement de va-et-vient des avocats pour aller prendre les instructions de leurs clients et tout. Quand les clients se rendaient compte que finalement on s'en foutait de leur grève de la faim parce que l'avocat était sous pression du tribunal, donc ça n'a pas eu vraiment grand impact. Mais là où on peut dire qu'il y a eu grand impact, c'est quand les accusés décident de se prendre en charge, leur propre défense, de prendre en main leur propre défense, d'interdire aux avocats de faire ce qu'ils ne veulent pas. Et donc là, il ne faut pas oublier que c'est des gars qui ont fait quand même 10 ans en détention et maintenant ça fait la 30e année. C'est devenu des docteurs en droit international pénal. Ils connaissent même mieux que les nouveaux avocats qui arrivent. Vous pouvez juste nous préciser où se trouvent justement ces personnes qui ont été jugées et ensuite innocentées, mais qui ne trouvent pas de pays d'accueil? Elles se trouvent où ces personnes actuellement? Alors il faut savoir que pour ces gens-là, il y a deux choses importantes. C'est que lorsqu'il est question de trouver des prisons pour accueillir des étrangers, immédiatement les pays occidentaux pouvaient éventuellement ouvrir leurs portes. Mais souvent les pays africains ouvrent leurs portes parce que ça leur apporte une sorte de financement qui leur permet effectivement d'arrondir leur trésorerie. Ça c'est une chose. Mais maintenant pour
Pour les personnes acquittées, dans la mesure où ils n'ont pas de passeport pour se déplacer, bon, dans la mesure où les Nations Unies restent quand même responsables de leur sécurité jusqu'au moment où ils trouvent où aller, bon, on les envoie dans des pays. Généralement, les pays occidentaux ne les prennent pas. Et quand un pays occidental le prend, c'est que l'avocat souvent est très bien introduit dans son propre pays et donc à ce moment-là il lui obtient une place. Mais les pays africains qui le reçoivent actuellement, ils sont au Niger et peut-être avec les relations entre le Niger et d'autres pays occidentaux, peut-être que leur situation. Alors on vient de sortir du procès de M. Charles Onana, qui était un très bon réquisitoire. Et voilà, comme vous le constatez, il est là. Monsieur Charles Onana, après tout ce moment, ce que vous avez vécu, les accusations, la défense et aussi votre argumentaire, quelles sont vos impressions? Écoutez, je pense que la première chose que je veux dire, c'est un énorme merci, quoi. Parce que je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période, qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il l'aura pas. Concernant votre sécurité, vous êtes des menaces de mort. Qu'est-ce que vous dites? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif depuis 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc
que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter, mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Monsieur Charles, Monsieur Charles, je suis Monsieur Charles, je suis un Congolais. Quel message? Non à l'Holocauste, devant tout. On attend le 9 décembre. Rendez-vous congolais le 9 décembre. N'oubliez pas, nous avons été nombreux, mais nous devons être des millions ce jour-là, le 9 décembre. Les Congolais, le 9 décembre, à 12h30, nous prendrons une autorisation de manifestation. J'ai déjà les miens. Fais la photo. Fais la photo dehors. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?